La Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale a été créée en 2005 pour faire vivre les valeurs et les principes du paritarisme comme du mutualisme. Sa vocation est de contribuer à l'autonomie des personnes tout au long de la vie. Elle soutient des projets et des expérimentations dans 4 domaines. Autonomie par l'éducation, autonomie de la jeunesse, autonomie par le travail, autonomie par la santé. Elle mobilise un réseau de correspondants bénévoles, de membres très actifs dans tous les territoires, en métropole et dans les territoires ultramarins. Sa spécificité, c'est son ancrage dans l'économie sociale, alternative et solidaire. Elle nourrit aussi, par ses actions, ses choix, les conférences qu'elle organise, la raison d'être du groupe AG2R La Mondiale. Enfin, elle contribue à de nombreux objectifs de développement durable. Ce concept répond à des préoccupations qui sont apparues dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a fallu attendre 1987 et le rapport de la commission Brundtland pour en connaître la définition qui s'affiche à l'écran. Contrairement aux idées reçues, le développement durable n'est pas une idéologie ni une apologie de la décroissance. Le développement durable nous invite à considérer tous les aspects de la performance et vise un juste équilibre à géométrie variable entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. On pourrait même ajouter la dimension culturelle. Alors que le monde entier prenait conscience de la gravité du réchauffement climatique, en 2015, en parallèle de l'accord de Paris pour le climat, les Nations Unies ont fixé un agenda pour atteindre 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est pourquoi la Fondation a réalisé un petit journal illustré des ODD, des objectifs de développement durable, avec un objectif assez pédagogique. Notre idée est de sensibiliser les membres de la Fondation et les partenaires de la Fondation aux 17 objectifs de développement durable, en montrant des actions très concrètes, en donnant la parole aux porteurs de ces actions, parce qu'elles sont des sources d'idées, de solutions et d'espoir. L'action de la Fondation s'inscrit pleinement dans ce qui fait les fondements de l'école française, de l'école républicaine française. Donc, c'est de fait une responsabilité de l'État qui garantit les principes, gratuité, laïcité, neutralité, l'obligation scolaire, qui est aussi quelque chose de tout à fait important. Voilà, donc pour dire en définitive qu'on a un système éducatif qui fonctionne globalement, mais qu'on a besoin de continuer de l'améliorer. Donc, ce qui guide le choix de la Fondation, c'est la qualité des initiatives et puis les exigences que nous pouvons avoir sur la finalité, bien sûr, de l'organisation et sur la qualité de la mise en œuvre. Avec ce constat ce que disait Monsieur Pétraud, que le décrochage scolaire, en fait, il est multifactoriel avec des causes internes et externes au scolaire. Les ruptures dans la scolarité génèrent en elles-mêmes du décrochage et notamment sur ce passage entre le CM2 et la sixième. En ciblant plus particulièrement un type de décrocheur très particulier que sont les élèves discrets. Ils représentent quand même 40% des décrocheurs. Donc, on a initié ce projet, Ambassadeur CM de 6e. C'est une illustration de l'alliance éducative qui peut opérer sur le terrain concrètement entre les acteurs d'éducation populaire et de l'éducation nationale. Les concerts de poche, on est une association qui est reconnue d'utilité publique. Et notre objectif, c'est de créer des liens entre les habitants, de donner de la confiance à travers des projets musicaux. Pour les jeunes, on va venir à leur rencontre et co-construire effectivement les projets en lien avec les enseignants, je le redis, pour venir en complémentarité des projets pédagogiques. On a également une action vers les parents. On essaie de renforcer dans leur rôle éducatif en les faisant participer aussi de projets des concerts de poche, d'être en complémentarité avec ce qui existe déjà, de donner confiance en ces enfants pour qu'ils croient en leur potentiel. Et on est persuadé qu'en ayant confiance en son potentiel, on impacte forcément toutes les facettes de la vie de l'enfant pour aujourd'hui et pour plus tard. L'association ici, c'est une association d'architectes. On a pris le parti, nous, de se dire que le cadre de vie était un cadre qui nous concernait tous, le bâti, que dans certains quartiers en rénovation urbaine ou dans des quartiers qui nécessitent des grandes transformations, on n'a pas forcément la mainmise sur ces transformations-là, et qu'il fallait qu'on fasse de l'architecture un sujet de rencontre plutôt qu'un sujet qui reste dans les musées ou dans les agences. Et très vite, on s'est tourné vers le milieu scolaire comme étant un bâtiment dans lequel
se passait beaucoup de choses, beaucoup de vie, et dans lequel la pédagogie devait être forcément liée au lieu qui l'accueillait. Et à partir des programmes, on a essayé de constituer un projet, Rénove ton école, qui s'articule sur une année où on va rénover ensemble un espace de l'école et on va endosser différents rôles dans les classes. Des savoirs fondamentaux qui sont travaillés un petit peu dans ces expériences-là, c'est qu'on arrive à traiter des sujets qui vont du littéraire, de l'imaginaire, à la technologie, aux sciences appliquées, aux mathématiques et à la géométrie. Aussi diverses soient ces initiatives, elles présentent en fait plusieurs caractéristiques communes qui sont essentielles à mettre en évidence dans une optique de diversification, voire même, je dirais, d'amélioration des modes d'apprentissage dans le cadre scolaire notamment. Ce sont des projets qui font le pari de faire dialoguer des acteurs qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. On parle ici d'alliances éducatives, des alliances éducatives qui se jouent autour de la personne des enfants afin de créer un univers de sens. On retrouve, je l'ai dit, dans ces différents projets 3 points essentiels: des alliances éducatives qui sont porteuses de méthodes d'apprentissage différentes et complémentaires aux apprentissages plus scolaires via les pédagogies actives, et notamment la pédagogie par projet, et qui couplent aussi plusieurs types de compétences. Je l'ai dit, le langage oral, l'écrit, l'expression corporelle, les arts, mais aussi, très important, vraiment la confiance en soi, on l'a dit notamment avec le projet sur les architectes, la concentration, l'écoute, la coopération à travers le chant, à travers le travail entre pairs, l'entraide. Il faut pouvoir se saisir de tels projets pour penser l'évolution des pratiques pédagogiques à l'école. Et cela passe par l'expérimentation dans un temps 1, puis dans un temps 2, cela passe par du soutien institutionnel qui est indispensable pour pérenniser les initiatives. Peut-être quelques mots sur globalement la santé des jeunes, qui est une préoccupation évidemment majeure dans le cadre de la santé publique. La jeunesse d'un pays, c'est son avenir, et évidemment, il est très important de se préoccuper de la santé des jeunes. Les inégalités sociales de santé qui sont existantes dès le plus jeune âge, évidemment, elles ont des répercussions tout au long de la vie. Les enfants, les adolescents ont des besoins particuliers, ils rencontrent des difficultés spécifiques et ils appellent donc des actions adaptées afin de les accompagner au mieux et d'améliorer leur santé au mieux. Et il est très important que les jeunes, les enfants, les familles aient la connaissance du système de santé de manière très précoce, que l'accompagnement qui est fait ou des actions spécifiques puissent être mises en place en leur direction, pour éviter absolument que les conséquences de santé plus tard à l'âge adulte, pour certaines d'entre elles, qui peuvent être irréversibles. Le projet que nous développons, c'est un projet qui est destiné aux jeunes de 7 à 25 ans qui grandissent auprès d'un proche atteint de troubles psychiatriques. Le contexte aujourd'hui de la psychiatrie, c'est que 70% des personnes présentant des troubles psychiatriques vivent à leur domicile. Au domicile, donc ça veut dire aussi le domicile d'une famille. La crise sanitaire, le Covid, je dirais, a été un peu le révélateur d'un problème structurel en fait. Donc il faut vraiment accompagner la question de l'ambulatoire au domicile et protéger l'écosystème familial. Le projet que nous développons en fait est un projet qui s'adapte aux âges des jeunes concernés. L'association Idées Santé œuvre dans le champ de la prévention et de l'éducation pour la santé. Nous sommes basés en Guyane. Et l'objectif de ce projet, c'est d'une part de renforcer les savoir-être et savoir-faire des élèves, et d'autre part de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels qui entourent justement les élèves. Donc notre mode d'intervention, il repose sur une co-construction des séances, c'est-à-dire avec les infirmières scolaires, les enseignants, et sur les observations que peuvent faire les animateurs pendant les séances. Et pour nous, on considère que l'éducation à la sexualité ne s'arrête pas qu'au milieu scolaire, mais que du coup, elle se pose aussi dans les familles, et que du coup, les parents ont également un rôle à jouer. Le projet qui s'appelle Bien manger pour ma santé, on a pu observer que, comme le disait Sylvie tout à l'heure, l'obésité est fortement révélatrice des inégalités sociales. On a eu l'ambition de développer donc une méthodologie de sensibilisation par l'appropriation pour en fait rendre les enfants acteurs de leur santé, enfin enfants et jeunes. Donc on a choisi de se concentrer sur le petit déjeuner,
puisque c'est un repas très important. Il y a un certain nombre de jeunes, justement, en quartier prioritaire de la ville, qui partent à l'école le ventre vide, qui ne prennent pas de petit déjeuner. Vous avez traité, peut-être sans le vouloir ou en le voulant, de la réalité même de ce qui est fondateur de l'adolescence, hein. Le terme même de l'adolescence, hein, qui est de le définir comme une proposition à partir de ce temps singulier de la puberté, hein, et de témoigner de ce en quoi la puberté est fondatrice de l'entrée en adolescence, c'est-à-dire pour le moins des changements morphologiques et biologiques chez le sujet humain. Ces trois proposition, hein, évoque ce qui pour l'adolescent est particulièrement important, c'est-à-dire son environnement en particulier humain, la réalité de ce qui est le lien qu'il a avec l'école, les collègues, les camarades, les amis, le groupe d'une certaine façon, puisque l'adolescence se définit aussi par cette assurance des pairs, PAIRS, hein. Et enfin, la rencontre avec le corps propre, le corps qui se transforme, hein, et le corps qui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'il était du temps précédent, dit de l'enfance. ESS France, c'est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler du gaspillage alimentaire, de se structurer aussi pour en créer de vraies filières avec des réponses à apporter à ce phénomène? C'est tout simplement en observant les chiffres. On observe aujourd'hui qu'on gaspille 10 millions de tonnes de produits par an en France, ce qui représente 16 milliards d'euros. Ça représente près de 30 kilos par an par personne pour les ménages et plus de 11% de votre poubelle grise, dont 7 kilos, en fait, dans ces 29 kilos par habitant, 7 kilos de déchets alimentaires qui sont encore emballés. On voit bien qu'il y a un vrai enjeu, que ce soit pour les évolutions réglementaires, que ce soit aussi pour apporter une réponse à ce problème environnemental et sociétal extrêmement fort. On voit bien qu'il y a besoin d'apporter des réponses structurées et déployées sur l'ensemble du territoire. Farine et vous, on est une boulangerie artisanale, entreprise d'insertion, évidemment en tant que commerce alimentaire de proximité. On a deux gros enjeux. À la fois, il y a l'enjeu au niveau des boulangers, de comment est-ce qu'on travaille autour de la filière, et puis l'enjeu au niveau des salariés. Donc là, on travaille avec un partenaire, des consultants pour faire passer des questionnaires aux salariés pour voir où ils en sont au niveau à la fois de leurs connaissances sur la transition écologique, mais aussi ce qu'ils comprennent des enjeux et de comment ils se positionnent. Pour l'enjeu au niveau des boulangers, on est en train d'essayer de monter un groupe de travail pour à la fois échanger entre boulangers convaincus qui menons déjà des actions autour de la transition écologique. Ça, c'est le premier pan. Et sur un deuxième aspect, comment est-ce qu'on insuffle ces réflexions dans la filière au niveau global pour toucher tous les boulangers. L'histoire du panier a démarré en fait en Bretagne sur ce constat que, avec la loi européenne, il y avait une compensation pour les pêcheurs de tous les volumes de poissons qui ne pouvaient pas être vendus. Donc le constat a été fait que ces produits pouvaient être utilisés pour l'aide alimentaire. Il manquait juste le chaînon de la transformation. Et ces poissons sont donc découpés, nettoyés, surgelés. Et l'originalité, c'est qu'ils sont uniquement et exclusivement destinés à l'aide alimentaire. Mais il faut aussi soutenir la filière de la pêche qui a fait d'énormes efforts puisqu'on est quand même sur une diminution drastique de ces volumes de poissons-là, d'où le développement d'autres activités, avec maintenant vraiment des ateliers de sensibilisation à comment bien se nourrir, lutter contre le gaspillage alimentaire également dans le cadre des personnes en précarité. Et on a basculé sur un deuxième support d'activité qui est l'activité traiteur. Et on travaille de plus en plus, et notamment avec un projet européen Interreg qui nous a permis de travailler sur comment aller rechercher au niveau non pas de la filière pêche, mais des industries agroalimentaires qui sont sur Capécure, les produits non valorisés,
La conserverie locale est née d'une association un petit peu plus ancienne qui s'appelle Partage ton frigo, où on avait eu en 2012 l'idée de mettre en place des frigos collectifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Effectivement, il y a 2000 kilos, en tout cas pour Metz, qui sont collectés de fruits et légumes invendus tous les jours. Et donc, on constatait ça, beaucoup de fruits et légumes. Donc, on a voulu monter un outil qui permettait de les transformer et d'agir rapidement sur ces fruits et légumes, ce qui a donné l'idée de la conserverie locale. Et quand on est parti en formation, on s'est rendu compte que autour de nous, on n'avait que des producteurs, des maraîchers qui voulaient aussi transformer. Mais c'est en fait en ouvrant et en voulant répondre à cet objet social qui était de transformer pour la banque alimentaire et de redonner gratuitement à la banque alimentaire, qu'on a pu aussi développer un outil qui était utile pour la filière agricole. On va avoir 3 activités: la transformation pour la banque alimentaire qui est gratuite, la transformation pour le producteur qui est prix coûtant, le prix, enfin, quand les producteurs ont vraiment plus de surplus, on va leur racheter une partie de ces surplus pour faire des produits sous notre marque, la conserverie locale. Du coup, c'est vrai que beaucoup de territoires nous ont contactés pour essayer de développer ce même type d'outils. On est aussi également impliqué dans un Interreg qui nous permet d'aider dans cette logique d'accompagnement, d'aider des outils à se monter en Belgique, Luxembourg, Allemagne, donc de créer des synergies entre acteurs. Il y a des initiatives à 2 niveaux. Une initiative au niveau international, à l'ISO. Il va y avoir des normes ISO sur cette thématique du gaspillage alimentaire. Un autre élément que je souhaitais en fait mettre en avant, c'est la création d'une commission de normalisation AFNOR dédiée aux pertes et gaspillages alimentaires. Et en fait, c'est cette commission qui va suivre les projets de normes ISO internationales. Les normes AFNOR ou ISO, en fait, ce sont des documents qui vont être élaborés par consensus par différents acteurs, les acteurs du marché, dans un collectif, en fait, qui s'appelle une commission de normalisation. Donc, et l'AFNOR, c'est une association, loi 1901, d'intérêt général. En fait, c'est un pays européen, le Danemark, qui a proposé cette idée d'avoir des normes ISO sur le gaspillage alimentaire. L'idée étant de réduire les pertes et les gaspillages. Et cette idée, en fait, du Danemark, elle a été validée quand même par une quarantaine de pays de tout continent qui ont estimé qu'effectivement, il y avait un besoin d'avoir des textes à l'international, des textes harmonisés sur lesquels tous les pays se mettent d'accord. CNR est le gestionnaire du fleuve Rhône en France, et c'est vrai que quand on parle eau, c'est une matière première et c'est bien de l'incarner à travers la question des fleuves. CNR gère le fleuve de la frontière suisse à la Méditerranée, donc dans toute sa partie française. C'est là où on voit que le fleuve peut vraiment être un élément structurant dans le développement économique et sociétal des territoires qu'il traverse. Et surtout, il y a un réel engagement pour la nature, puisque la gestion de l'eau nécessite qu'on voit bien tous les usages. Et il faut de l'eau pour l'environnement, il faut de l'eau pour la nature par rapport à tous les services que la nature peut nous rendre. Et en fait, CNR a très tôt développé un vrai programme ambitieux, le premier programme européen en la matière de restauration écologique. Donc, il y a cette importance accordée à une bonne conciliation entre gestion d'un fleuve, production d'énergie renouvelable nécessaire au pays et préservation de la biodiversité. Donc, les environneurs sont nés il y a 26 ans à l'initiative de la ville de Gap. C'était quelques années après la catastrophe de Vaison-la-Romaine avec de très fortes inondations. Et la ville de Gap a souhaité en fait programmer chaque année l'entretien de la Luye, qui est la rivière qui passe à Gap, et de ses affluents. La définition d'un cours d'eau, en fait, est donnée par le Code de l'environnement. Donc, il s'agit d'un écoulement d'eau courante dans un lit naturel alimenté par une source et avec un débit suffisant tout au long de l'année. Un cours d'eau est un écosystème, vous l'avez dit en introduction, qui va toucher les berges, la végétation des berges, qui va toucher également la faune environnante. Donc, c'est tout un système qui évolue au cours des saisons. Donc, nos interventions, elles vont permettre de limiter donc la formation d'embâcles et de faciliter l'écoulement de la rivière, et aussi de stabiliser les berges. On constate aujourd'hui en fait un changement climatique important. C'est depuis plusieurs années, mais ça s'accentue de façon très, très, très forte. Et c'est le cas également dans notre département. Donc, le phénomène naturel de modification de l'écosystème tout au long des saisons
par la chaleur, les précipitations du printemps et de l'automne sont accentuées, voire complètement bouleversées. Nous avons des acteurs qui peuvent aider les collectivités, les riverains, à faciliter et à permettre à cet entretien qui va préserver tout un écosystème. Je dirige Oasur là, depuis 2004. On s'est positionné sur un marché en devenir dans les années 2000 qui était le traitement des eaux usées par les plantes, ce qu'on appelle la phytoépuration. Le végétal roseau va intervenir pour faciliter ce traitement des eaux usées et le retour possible suite à ce traitement dans le milieu naturel aux normes de rejet en vigueur. On a aussi diversifié notre activité en intervenant et en se spécialisant sur l'aménagement des berges de rivières pour retrouver un état naturel. Et du coup, on est sur des techniques qui sont très intéressantes de renaturation. Les politiques locales essaient de trouver des solutions sur l'eau potable et sur comment améliorer cette alimentation en eau potable qui, bien sûr, est exponentielle par rapport à la population qui grossit. Nous sommes situés en milieu urbain. Donc, on est à l'est de Paris, à l'amont de la capitale, et nous intervenons sur la Seine et à Marne. Dans les années 2000, nous avions un objectif qui était au départ de faire en sorte que la navigation soit accessible à tous. Nous faisons également de l'entretien de berges et de l'aménagement de berges en génie végétal sur les bords de la Marne et de la Seine, et en particulier nous essayons de renaturer certaines berges qui sont aujourd'hui plutôt bétonnées. Nous avons donc une activité aussi de collecte de déchets. Là, nous travaillons sur les générations futures avec des classes, que ce soit au primaire ou au collège, selon les partenariats que nous avons, puisque nous travaillons essentiellement en lien avec les collectivités. Et on travaille sur les enjeux qui sont liés à tout ce qui est sur le patrimoine, qui peut être bâti ou naturel, il peut être sur la biodiversité, sur le changement climatique. Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Donc, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2017, une plateforme d'échange de savoirs et pratiques entre fleuves du monde entier, qui nous semblait important de porter cette voix des fleuves, parce que dans notre esprit, de l'avenir des fleuves dépend un petit peu l'avenir de nos territoires et l'avenir des hommes. Les fleuves se retrouvent un petit peu au carrefour de différents enjeux, bien évidemment l'enjeu du climat, mais aussi l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de la santé, l'enjeu de l'énergie, l'enjeu de l'alimentation. Il y a suffisamment d'eau dans le monde, mais elle est malheureusement inégalement répartie. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plus de pression sur la ressource en eau et finalement beaucoup de perturbations liées à cette pression anthropique et liées aussi au dérèglement climatique. Donc, on a des cycles de l'eau qui sont complètement perturbés. S'il y a une alerte rouge qui est donnée, il y a quand même de nombreuses solutions qui existent qu'il va falloir appliquer de manière plus intense, plus accélérée et surtout dans une logique d'équilibre et d'adaptation au territoire. L'économie circulaire, pour nous, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre d'éviter une pression croissante et intenable sur les ressources naturelles. On distingue trois grands pavés qui sont ici en bleu, en vert et en orange. Premièrement, c'est la question des acteurs économiques. Comment est-ce qu'on embarque les acteurs économiques sur des modèles circulaires? Ça traite par exemple de la manière dont ils vont utiliser la matière première, plutôt issue de recyclage, à la place de matières premières vierges. Mais ça nécessite des changements assez fondamentaux de leur modèle, de leur approvisionnement, qui nécessite aussi le deuxième pilier de l'éco-conception, qui soit non seulement moins impactante sur l'environnement au moment de la conception d'un produit, mais aussi plus facilement recyclable de la fin de vie. Et puis l'économie de la fonctionnalité, c'est l'idée qu'en réalité, on n'a pas besoin des produits qu'on utilise quotidiennement, on a besoin d'un usage. Ensuite, on a tout ce qui traite de la question des consommateurs en vert, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs pour qu'ils soient plus responsables vis-à-vis de leur consommation, en particulier l'augmentation de la durée de vie.
hémisphère. L'idée, c'était de remettre en circulation les livres qui dormaient sur les étagères ou dans les greniers. Voilà, donc l'idée de créer un circuit, de collecter les livres pour les remettre en circulation, tout en étant entreprise d'insertion. On se veut vraiment être un tremplin vers l'emploi, et ce qui permet ça, c'est notre activité, donc l'activité d'économie circulaire, qui est le réemploi du livre. Aujourd'hui, on collecte 90 000 livres par mois. Je vais conclure en disant qu'il faut consommer responsable et que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Je vais vous présenter les Cycles Heureux. C'est une structure de l'économie solidaire et de l'économie circulaire basée sur Toulouse, qui a développé un parcours de formation vers les métiers de la mécanique vélo et de l'industrie. Donc l'idée, c'était de comment on crée un support d'activité qui nous permette de faire de la transmission de compétences et d'amener des salariés en parcours d'insertion vers des métiers où il y a du réel potentiel d'emploi. Et pour y arriver, on a décidé de travailler sur les vélos et la refabrication de vélos. On a donc créé un parcours de formation de 250 heures, un stage obligatoire dans les 3 premiers mois et des résultats sur 2021 qui sont pour nous hyper encourageants en termes d'insertion et de réussite. C'est 100% des personnes qu'on a accompagnées qui ont trouvé une solution d'emploi ou de formation qualifiante. L'idée, en tous les cas, c'est toujours être dans une logique d'innovation de ce qu'on peut réaliser et produire à partir de matériaux de récupération. Et donc, toujours d'être dans une double exigence, créer de l'emploi local non délocalisable et parallèlement tenter de limiter l'impact que l'on peut avoir sur notre environnement. Je suis Valérie Fermani, je suis directrice d'API-UP, qui est une structure d'insertion. Nous avons une forme principale d'atelier chantier d'insertion et une toute petite entreprise d'insertion qui sont associées dans un même projet. Et nous intervenons uniquement sur l'économie circulaire. Nous avons à peu près 300 tonnes de déchets collectés par an et environ 1000 meubles produits par an. Dans cette vision-là, nous avons posé un concept original de gestion globale des déchets des entreprises et de déchets secs des entreprises qui part de la collecte sélective et qui va jusqu'à leur valorisation par différentes formes, réemploi, recyclage ou upcycling industriel, qui est le domaine sur lequel nous innovons le plus. Alors, en amont, API-UP est un opérateur déchets avec une prestation globale et sur mesure auprès des entreprises et une capacité à développer de nouvelles filières de gestion de déchets. En aval, nous fabriquons du mobilier à partir de rebut industriels de bois, de textile et de cuir par un process innovant d'upcycling industriel que nous avons mis au point d'abord sur le bois et que nous poursuivons sous une autre forme avec le cuir et le textile. Alors, pour l'avenir, nous focalisons nos efforts de développement sur les écomatières. Nous en avons 3 qui sont en cours de développement actuellement et qui vont permettre notamment de fabriquer des matières complètement usinables à partir de cuir. Je suis directeur de l'association Neptune. L'association est basée à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Elle accueille une centaine de personnes en difficulté sociale et professionnelle à un moment de leur vie. Nous, on fait de la collecte et on traite des apports de meubles, de toutes sortes d'objets et aussi des denrées alimentaires. Outre le fait de favoriser le réemploi, de faire de l'insertion, il y a une chose aussi importante qui se passe dans nos lieux, c'est la sensibilisation de nos salariés et du grand public. J'ai eu l'opportunité aussi de contribuer à l'émergence des téléphones reconditionnés, dont ont pu bénéficier Back Market et Recommerce, qui sont 2 gros acteurs aujourd'hui du téléphone reconditionné. J'ai aussi, dans l'économie circulaire, tenté aussi d'autres choses avec le jeu, où nous avons monté une structure à partir d'un projet avec des Anglais et des Espagnols. En Angleterre, les Anglais exploitaient des magasins qui s'appellent des scrap stores, c'est-à-dire des magasins qui ramassent des déchets. Et ces déchets, plutôt que de les jeter, les mettaient à la disposition des écoles. Donc on voit au travers de toutes ces activités liées à l'économie circulaire, la multiplicité d'usages et d'impact social que l'on peut avoir.